Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture de mai du coup. Donc je vais vous présenter 5 lectures en sachant qu'en mai j'ai lu 24 livres, ce qui est pas mal. Je ne vais encore une fois comme toujours pas vous présenter l'intégralité de ces lectures puisque certaines ont des vidéos quasiment dédiées et que je ne vois pas l'intérêt d'en reparler, même si d'ailleurs je parle de toutes mes lectures ou quasiment en vlog. Mais quand même, pour celles dont je parle en vlog dédié, autant aller voir mon avis final directement, c'est beaucoup plus simple. Et pour celles dont je parle en vlog, pour vous éviter d'avoir à chercher partout, je regroupe tout ça en petites vidéos de bilan lecture. Voilà, donc on est parti pour 5 lectures, les 5 premières du mois de mai. On y va tout de suite. J'ai commencé le mois de mai par la lecture de The Drowned Woods de Emily Lloyd Jones, je crois, qui était l'explorer livre d'avril, oui, que j'ai terminé, enfin que je n'ai pas terminé du coup, un petit peu en retard. Donc je n'ai pas terminé cette lecture, non pas parce qu'elle ne me plaisait pas, mais parce que j'ai pas réussi à la terminer à temps et j'avais pas envie d'y retourner. C'était franchement une lecture plutôt sympa, avec un personnage féminin qui était plutôt chouette. On va suivre Mère qui a des pouvoirs magiques concernant l'eau. Il y a un nom spécifique que j'ai oublié, bien évidemment. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elle est, comment on peut dire, embrigadée de force par l'espion principal, l'espion en chef du roi, qui veut l'utiliser elle et utiliser ses pouvoirs, qu'elle va s'échapper, qu'elle va être rattrapée et qu'on va lui proposer un plan pour se débarrasser de ce roi assez tyrannique. Et ensuite on va rencontrer plein de personnages, on va avoir ce truc typique où on rencontre les personnages avec chacun des capacités spécifiques pour parvenir au bout de cette quête. C'était très sympa, ça s'est lu très bien, ça n'est pas traduit je pense. C'était c'était une lecture assez chouette. Bon, j'ai bien aimé, mais voilà, j'ai pas réussi à finir avant le live, il me restait genre 40 pages et j'ai pas spécialement eu envie d'y retourner. Donc voilà, je vais pas trop vous en parler. Franchement, je peux pas dire que j'ai pas aimé ou que j'étais mitigée, c'était sympa. C'était voilà, ça a le mérite de présenter une magie assez intéressante, ça a le mérite de présenter des personnages plutôt bien faits que j'ai bien aimé, ça a le mérite de mettre en avant des relations homosexuelles. C'est voilà, il y a plein d'aspects positifs, j'ai pas franchement d'aspects négatifs à vous donner, si ce n'est que une fois que le moment était passé, il était passé, que j'avais d'autres trucs à lire et que j'avais pas le courage de me replonger dans de la VO en sachant que ça me prend le double voire le triple de temps à lire qu'un VF. Donc voilà, c'est tout. Il est passé à la trappe, le pauvre. Ensuite, j'ai enchaîné avec la lecture de l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood, que Pénélope avait lu très peu de temps auparavant, qu'elle m'avait recommandé, et du coup, comme il était à ma médiathèque, je l'ai emprunté et je l'ai lu. C'est un livre très court, et c'était assez étonnant. D'ailleurs, je m'attendais plutôt à un gros livre, où on va suivre le personnage de Pénélope avant, pendant et après le retour d'Ulysse. Pour la guerre de Troie, puisqu'il part 20 ans, et on va suivre ce personnage dans sa vie, autant avant d'être mariée, que une fois qu'elle se retrouve seule pendant 20 ans avec son fils, qu'une fois que Ulysse revient. Et c'était vraiment très chouette, parce qu'on on a un regard un petit peu, comment je peux vous dire, un peu a posteriori. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une Pénélope qui parle au présent ou qui raconte sa vie en fin de vie, on est sur une Pénélope qui est déjà décédée, qui vous parle des enfers et qui a recroisé des fantômes d'autres personnages et qui a un recul sur tout ça, qui a conscience que le monde a évolué, qui a conscience des nouvelles technologies parce que parfois elle erre un peu sur Terre. Donc on est vraiment sur une Pénélope un peu différente, un peu sortie de son contexte, mais qui revient avec beaucoup de précision sur ce qu'elle ressentait à l'époque. C'est un texte qui n'est pas dénué d'humour, qui n'est pas dénué de cynisme, qui n'est pas dénué de féminisme, comme Margaret Atwood sait très bien les faire. Ça se lit très bien, c'est très intéressant. Encore une fois, ça propose un regard totalement différent sur déjà le personnage de Pénélope qui est présenté comme la femme parfaite et qui vous dit que en fait on a fait d'elle un modèle qu'elle ne voulait pas être tout simplement. Et aussi sur Ulysse qui est encore une fois beaucoup plus controversé quand on change un peu les angles de vue et qui est beaucoup moins idéalisé et c'était très chouette. Elle a une relation très particulière avec son fils, avec sa belle-mère, avec les fameuses servantes qui sont sacrifiées par Ulysse à son retour et qui entre chaque chapitre où parle Pénélope, elle représente les chœurs un petit peu à l'ancienne comme dans les pièces de théâtre antiques tragiques et qui vont s'exprimer sur ce
non-choix de leur vie, sur cette éducation qu'elles ont eue, qu'elles n'ont pas choisie, sur ce que Pénélope leur a demandé de faire qu'elles n'ont pas choisi, sur ces prétendants qui ont profité d'elles et qu'elles n'ont encore une fois pas choisi, et sur ce qu'Ulysse leur fait au final, et encore une fois qu'elles ont subi. C'était passionnant, ça se lit très bien, ça se lit très vite. Je ne vais pas beaucoup plus vous en parler parce que c'est très court et ça se lit vraiment tout seul. Sachez juste que c'est du Margaret Atwood, que c'est intelligent, que c'est féministe, que c'est engagé et que ça vaut le coup, et que j'ai très hâte maintenant de lire le fameux Pénélope d'Ithaque qui est ici pour avoir un troisième point de vue sur Pénélope, puisque j'en avais eu un dans Circé, j'en ai eu un ici avec Margaret Atwood et j'ai très envie de voir ce point de vue-là parce que je pense que ça va être passionnant et que je vais pouvoir un petit peu comparer ces visions de Pénélope. Sachez que Pénélope ici n'est pas sacralisée, elle l'était un petit peu quand même dans Circé où, bien que nuancée, elle était quand même une figure de femme assez importante. Là, c'est très très différent, elle est vraiment très différente de ce à quoi on peut s'attendre et c'était très chouette. Dans la foulée, avec Pénélope, nous avons lu en lecture commune Le silence des vaincus de Pat Barker, dont je vous ai parlé, je pense, assez longuement en vlog, il me semble, où on va suivre en fait la guerre de Troie et ce que ça va impliquer. C'est-à-dire que Troie n'est pas pris pendant très longtemps et est en siège pendant très longtemps, mais tous les alliés, les villages et royaumes autour de Troie sont envahis par les Grecs et sont détruits par les Grecs. Et donc le contexte de base, c'est l'un de ces villages dont je ne me rappelle plus le nom, où Briséis est une princesse, princesse future reine de ce... C'est pas un village, c'est plutôt un royaume, future reine, et en fait les Grecs attaquent, détruisent tout, et dès le début on vous met dans ce contexte où concrètement quand les Grecs prennent une ville, tous les garçons et hommes sont tués, les femmes sont réduites en esclavage et les femmes enceintes sont tuées au cas où elles porteraient un bébé mâle et qui pourrait vouloir se venger dans 15-20 ans. Voilà, donc on est sur ce contexte où en fait Briséis voit ses frères, son mari mourir, assassinés soit en se battant, soit pour les plus jeunes juste trucidés à l'arrivée des Grecs, et où elle, ses amis, les femmes de sa famille vont être réduites en esclavage, amenées au camp des Grecs face à Troie, et jouer un rôle d'esclave, où elles vont passer pour beaucoup d'un certain statut social à des, comment on peut dire, des bêtes de foire qu'on expose, qu'on choisit, qu'on tripote pour choisir, des prises de guerre au même titre que des objets, des bijoux, des couronnes, et la vie qui va suivre pour elles, donc les femmes nobles et esclaves sont toutes mélangées, donc voilà, et la vie qui va suivre en fait pour elles, c'est-à-dire n'être qu'une chose, et d'ailleurs la narratrice le dit très souvent, elles ne sont même plus humaines, elles ne sont plus considérées comme des humaines, ce sont des objets dont on dispose, qui servent à faire le ménage, à faire la nourriture, à servir, sexuellement bien évidemment aussi, et qui n'ont pas d'autre existence que celle d'être la propriété d'un homme. C'était vraiment très dur, très intéressant. On va retrouver le personnage de Briséis qui est vraiment une femme très... Je peux pas dire que c'est une femme très forte parce que ça ne correspondrait pas à l'image qu'on a de ce terme. C'est une femme en fait qui au départ est une femme très classique, qui est pas forcément épanouie dans sa vie. Elle a des relations compliquées avec son mari qui se désintéresse très vite d'elle et qui a une maîtresse, ce qui était très courant, qui l'est encore d'ailleurs, mais soit. Elle est pas très bien avec sa belle-mère, elle est pas très bien dans ce royaume, mais elle comment dire, elle est pas faible, je peux pas dire que ça soit faible le mot, mais c'est pas quelqu'un d'important, enfin c'est pas quelqu'un qui s'impose, et en fait c'est ces épreuves qu'elle va vivre auprès d'Achille, puisqu'elle est la prise, le trophée de guerre d'Achille, qui vont beaucoup la forger et qui vont faire d'elle une femme différente, et ça n'est pas bien en soi, on s'entend évidemment, hein, elle ne méritait absolument, enfin de toute façon personne ne mérite ça, mais voilà, mais ça va faire d'elle une autre femme, parce qu'elle va vivre des choses qui vont la contraindre à évoluer pour survivre, bien qu'il y ait des moments où elle doute même de son envie de survivre, et franchement tout ça a été vraiment passionnant, le traitement d'Achille était passionnant, parce qu'encore une fois très nuancé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, totalement différent de l'Achille de Madeline Miller, enfin pas totalement, on peut pas dire ça, mais très différent de l'Achille de Madeline Miller, très différent de l'Achille classique qu'on peut voir partout,
Et c'était passionnant, c'était vraiment très intéressant. Je peux vous dire que la seule constante dans tout ça, c'est Patrocle, toujours égal à lui-même, qui est un personnage que j'affectionne beaucoup, qui a très peu d'importance hein, dans le mythe d'origine, si ce n'est que c'est lui qui va remettre Achille au combat de par son décès, et ça c'est dit dans l'Iliade, hein, mais sinon il est quasiment inexistant de l'Iliade, hein, faut pas se faire d'idées, hein, on en fait aujourd'hui un personnage très important, mais il l'est par sa mort, mais en fait par sa vie pas tellement. Et voilà, excellente lecture avec des thématiques très difficiles à aborder, avec cette réification des femmes, avec cette vie que mènent les guerriers sur le camp qui est loin d'être idéale sous plein d'aspects. Il y a des épidémies, il y a tous les syndromes post-traumatiques que vivent et que portent les hommes qui ont fait la guerre et qui malgré eux et malgré ces rêves de gloire, eh bien, sont présents. Et on retrouve encore une fois justement cette dichotomie entre d'une part la gloire et tout ce qu'on voit dans les épopées grecques et d'autre part la réalité de l'humain et qui n'existe pas du tout puisque dans les épopées grecques l'humain n'est pas humain. L'humain est soit un héros, soit un troufion qui disparaît. Et là, justement, on remet en phase ces deux choses et c'était passionnant. On a évidemment tous les personnages féminins qui apportent des choses parce que toutes ne vivent pas la situation de la même façon. On va évoquer typiquement les esclaves, les femmes qui étaient esclaves avant la prise de cette ville, qui deviennent des maîtresses de guerriers renommés et qui finalement voient leur vie s'améliorer puisque d'esclaves asservies, violées en tant qu'esclaves, elles deviennent des concubines et pour elles c'est quand même mieux. Alors ça reste pas idéal, elles ne sont pas libres, elles ne font pas ce qu'elles veulent, on s'entend bien. Mais il y a une évolution plutôt positive de leur statut, et à l'inverse, celles qui vont chuter, et puis il y a celles qui vont s'attacher à leur tortionnaire, à cet homme qui les a choisis comme un animal. Il y a celles et ceux qui vont les lier des liens entre eux. Il y a l'amitié que Briséis rejette très longtemps, par exemple, de Patrocle, parce qu'il reste un grec, il reste l'un de ceux qui a tué sa famille, mais en même temps, elle ne peut pas s'empêcher de ne pas voir l'humain qu'il est et ressentir cette amitié. Et on en revient d'ailleurs à cette thématique assez récurrente entre le maître et l'esclave ou entre l'oppresseur et l'oppressé, à savoir qu'il y a la situation, il y a ce qu'on vit et il y a ces liens humains qui se créent parfois malgré tout, et cette sensation de trahison que l'on ressent vis-à-vis des personnes mortes, de sa famille, etc., ce sentiment de compromission, et voilà, c'était passionnant, bien évidemment. Il y a aussi la révolte intérieure des femmes, comment les femmes peuvent faire pour exister malgré ce statut d'humain qu'on leur retire et qu'on leur dénie. Et puis voilà, il y a l'évolution de la guerre, hein. Ce tome va parler de tout ce qui va se passer. Je pense que peut-être connaissez-vous le mythe, mais en gros, Agamemnon, qui est comme toujours le roi des cons, décide de prendre Briséis à Achille, avec tout ce que ça va entraîner pour elle cette fois-ci, puisque quand on regarde les mythes classiques, on voit toujours comment Achille le prend comme un affront, mais est-ce qu'on se soucie de cette femme qui est trimballée, qui est maltraitée? Non, et là c'est ce qu'on va faire, et c'était hyper intéressant. Et puis il y a la fin de cette guerre qui sonne une nouvelle ère, puisque Troie tombe, Achille meurt, et que va-t-il se passer? Bref, je ne vais pas plus entrer dans les détails, d'autant que je l'ai lu maintenant il y a un certain temps, et même si beaucoup de choses me sont restées en tête, et surtout des émotions très fortes, je n'ai plus tout aussi bien, et je devrais peut-être m'appliquer à faire mes bilans lecture au fur et à mesure comme Pénélope, ce serait bien plus intelligent, mais je pense que vous avez saisi la teneur. Sachez que c'est très bien écrit, que ça se lit très bien, que c'est passionnant, que c'est dur, mais que c'est nécessaire, parce que ce traitement de l'esclave, comment dire, moi, ça m'a permis de réaliser à quel point on ne peut pas confondre, par exemple, ce qu'est le statut d'esclave avec ce qu'est le statut d'opprimé. Je pense par exemple aujourd'hui quand on parle de gens qui sont très mal payés, je parle en France, hein, de gens très mal payés, payés une misère pour un travail très difficile, on dit qu'ils sont réduits en esclavage, et on se rend compte, je trouve, dans ce livre, et pas que ce livre, parce qu'en ce moment je lis quand même pas mal de livres qui parlent de l'esclavagisme, autant dans ce type de contexte que dans des contextes plus récents avec la traite des Noirs, mais on se rend compte à quel point ça n'est pas du tout la même chose, et à quel point l'esclave vraiment n'est pas un humain, et ça c'est hyper important. L'esclave n'est pas un humain, l'esclave n'a aucun droit
À aucun niveau, l'esclave est un objet dont on peut disposer. On a le droit de tuer son esclave, ça ne portera pas à conséquence parce que l'esclave n'est pas un humain. Et c'est hyper important de saisir ça, et j'ai trouvé que Briseis rendait ça très bien ici, avec vraiment beaucoup de force. Bref, je vais passer à la lecture suivante, sinon je vais y passer des heures, et je pense que vous aurez compris que ce livre m'a énormément plu. J'ai vraiment très hâte qu'on lise la suite avec Pénélope, qui s'appelle Les Exilés de Troie, et on fera ça je ne sais pas quand, mais on le fera pour sûr. Lecture suivante, j'ai lu plus ou moins Le Sabre des Sanadas de Camille Monceau, qui fait donc partie de la saga Les Chroniques de l'érable et du cerisier, et j'ai abandonné. Alors, je vais pas trop m'étendre sur les Chroniques de l'érable et du cerisier, je vais juste vous dire pourquoi j'ai abandonné. Je pense très sincèrement que ce n'est pas un mauvais livre. C'est bien écrit, je pense que ça peut plaire, ça peut vraiment emporter le lecteur, mais en fait, le problème que moi j'ai eu avec ce livre, c'est que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, et que dans le 1 déjà j'avais été déçue parce que j'avais pas ce que j'attendais, et dans le 2 on est arrivé je pense à quasiment la moitié et ça ne décollait pas, et en fait je n'ai pas le temps, notamment quand je lis en lecture commune, typiquement avec The Riddler, où on grappille les moments qu'on peut en fait. J'ai pas le temps de perdre du temps avec ça quoi. Et c'est pas mauvais, et je pense que ça pourrait peut-être, ça aurait pu me plaire si je n'avais pas eu certaines attentes en rapport avec les titres et les couvertures qui me laissaient penser qu'on aurait beaucoup plus de samouraïs, beaucoup plus d'enjeux politiques, etc. Ce qui n'est pas tellement le cas. Je ne me suis de plus pas tellement attachée au personnage, ce qui n'a pas aidé à m'accrocher. Et voilà, et en fait un jour je l'ai refermé, juste je l'ai pas rouvert, je l'ai ramené à la médiathèque et j'avais pas envie d'y retourner. Donc je ne peux pas vous dire que c'est mauvais, c'est pas le cas. Je n'ai pas franchement de défaut à donner au livre, si ce n'est que je trouve que les couvertures et les titres sont un petit... Enfin même pas les titres, parce que finalement le masque de No c'était très clair. Enfin non, c'était pas très clair parce que qui sait ce qu'est un masque de No, mais soit. Bref, tout ça pour vous dire que c'est le seul point négatif que je peux donner, c'est mes attentes déçues par rapport aux couvertures. Mais sinon, ça n'est pas mauvais et je pense que ça peut plaire, et je ne veux pas vous décourager à découvrir cet ouvrage parce que je pense que ça peut plaire si vous avez les bonnes attentes. Voilà, tout simplement. Pour terminer, deux lectures directement tout droit venues de chez La Talente, comme vous commencez à en avoir l'habitude. J'ai lu Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers, qui est le deuxième volume d'Histoire de moines et de robots, qui va parler de Freurdex, qui est donc un personnage moine de thé qui va à travers les villages pour servir le thé et en fait accompagner les gens, les laisser s'exprimer, parler avec eux, échanger avec eux pour les soulager de leurs petits maux du quotidien dont ils ne peuvent peut-être pas parler avec quelqu'un d'autre. Et notre Freurdex eh bien, va faire une grosse remise en question dans le tome 1 de son statut, va sentir qu'elle en a marre, que ce n'est pas ce qu'elle veut faire de sa vie, et va partir dans la nature. Nature extrêmement sauvage puisqu'on est dans un post-apo qui a plutôt bien tourné et l'humanité a décidé de laisser la nature reprendre ses droits à beaucoup d'endroits, excepté à certains chemins tracés très précis. Et donc elle va partir dans la nature, va rencontrer notre deuxième personnage qui est Tonfal et qui est un robot, et on va se concentrer sur ce premier tome, sur bien cette rencontre, les questions qu'Onfal veut poser à l'humanité, très philosophiques et très intéressantes, et un peu aussi Dex qui est en remise en question de sa vie. Bref, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais dans ce deuxième volume, on va avoir un retour à la civilisation et on va avoir une rencontre entre ce robot et le reste de l'humanité quelque part. Robots qui ont disparu depuis des siècles puisque on leur a rendu entre guillemets leur liberté en leur présentant de plates excuses, en leur disant on vous a asservi, nous n'en avions pas le droit, donc partez, et si vous voulez revenir, vous pouvez revenir quand vous voulez, mais nous autres humains, nous ne viendrons pas vous chercher contre votre gré. Et Onfal décide de rencontrer les humains parce que ça fait si longtemps que les humains et les robots ont été séparés que, il y a une curiosité qui s'est créée de la part des robots. On va découvrir un système concernant l'humanité qui est passionnant, un fonctionnement de l'humanité qui est passionnante. On est dans un post-apo qui a le mérite de proposer une
une finalité positive avec des humains qui se sont remis en question, des humains qui ont créé de nouveaux fonctionnements qui ne sont plus capitalistes, qui ont réussi à utiliser la technologie pour être écologiques et qui ont abandonné les travers et les mauvaises choses de l'humanité et qui vivent dans une certaine harmonie avec des échanges assez équivalents, avec du respect. Et il y a des personnages plus ou moins sympathiques, bien entendu, mais voilà, il y a quand même dans l'ensemble un grand respect des humains entre eux et c'était génial. On est sur une très grande liberté en termes de mœurs où les individus ont le droit d'avoir des relations polyamoureuses, des relations exclusives, des relations hétéro, homo, bi, voilà, tout est possible à partir du moment où les différents parties sont consentants et c'est génial, ça fait du bien. Donc on va découvrir notamment la famille de Dex avec son père et sa mère qui ont chacun différentes relations, donc eux-mêmes sont ensemble mais ils ont des relations avec d'autres personnes, certains qui vivent avec eux, d'autres qui ont eux-mêmes un foyer ailleurs, enfin bref, c'était génial, moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que proposer ces modèles, ces représentations familiales différentes est une bonne chose parce que je ne pense pas que notre sacro-saint modèle familial soit le meilleur et soit le plus sain pour plein de gens en fait. Bref, j'ai adoré ces aspects-là, j'ai adoré découvrir cette humanité post-apo qui enfin a retrouvé un peu de bon sens et essaye de faire au mieux pour eux, entre eux, pour la nature, avec différentes mentalités. Certains humains ont décidé d'abandonner toute technologie et de repartir à une vie vraiment très très simple, mais volontairement. D'autres choisissent de vivre avec la technologie, mais tout en étant respectueux de l'environnement. Enfin bref, j'ai adoré tout cet aspect-là dans ce livre. J'ai adoré aussi la réflexion autour des robots que l'on découvre un petit peu plus, avec cette volonté de la part des robots qui pourraient dans l'absolu être immortels de ne pas l'être et en fait d'accepter que s'ils sont cassés à un moment donné, et bien juste on détache les pièces et on répare d'autres robots avec eux et donc d'accepter qu'un jour ou l'autre, dans X centaines d'années, les robots n'existeront plus au même titre que toutes les espèces vouées à s'éteindre à un moment ou à un autre et j'ai trouvé ça génial, cette réflexion, cet aspect très respect de la nature, respect des cycles de vie, c'était passionnant. J'ai adoré la relation de Dex et Donphal que j'ai trouvée très équivalente, très respectueuse, passionnante, enfin bref. Je vais pas trop vous en parler, c'est très court, ça se découvre, ça se tient en tellement peu de temps, mais lisez ça. C'est de la science-fiction positive, si vous entendez le bébé derrière, j'y vais tout de suite, hein, je finis ça, ne vous inquiétez pas, il est en sécurité, tout va bien. J'ai adoré cette science-fiction hop-punk, donc positive, avec des alternatives proposées. Et c'est vraiment ce genre de livre qu'on peut lire quand on ne va pas bien, parce que les relations sont respectueuses et font du bien, parce qu'il y a des réflexions qui permettent d'envisager potentiellement un avenir meilleur, et c'était vraiment très chouette. Donc je vais arrêter là pour ça, je vais aller chercher le petit enfant, et on se retrouve pour la dernière lecture. Le petit enfant nous a rejoints. Normalement, il devrait être sage. Normalement, il devrait être plus ou moins sage. Non, pas sage. Tu vas être sage ? Ouais, je t'accompagne. Bref, dernière lecture que je vais vous présenter et dont je vais parler aussi assez vite, c'est le 8e sortilège de Terry Pratchett. Vous savez que j'ai décidé de lire les Terry Pratchett. J'avais dit un par mois, ça s'annonce très très mal cette histoire. Mais je vais essayer. Mais je vais essayer d'être quand même relativement régulière parce que j'aimerais bien que ça ne dure pas 15 ans, voilà, donc là c'est le 2e volume où on va retrouver nos personnages du premier, à savoir Defleur et Rincevent. Et je vous mettrai ce que j'en avais dit du premier en barre d'infos, parce que là je ne peux pas trop vous parler de ce qui se passe, dans la mesure où c'est la suite directe, voilà. Mais sachez que dans celui-ci, on est beaucoup plus sur une grande aventure et beaucoup moins des épisodes d'aventure, comme c'était dans le cas dans le premier, et on va avoir une résolution à la fin quand même. Donc a priori le 3e volume change d'arc narratif, on va retrouver les sorcières, je ne sais pas à quoi ça correspond, nous verrons bien, mais j'ai adoré ce 2e volume, j'adore les rééditions de chez La Talente que je trouve très très belles et j'aime beaucoup l'écriture de Terry Pratchett. Je conçois parfaitement qu'on n'apprécie pas parce que c'est assez dense, c'est pas évident de rentrer dedans, très sincèrement, c'est quand même des univers très denses, ça veut dire qu'on n'est pas sur de la fausse fantasy, on est sur un univers construit, complexe, avec beaucoup de personnages.
Mais une fois qu'on est dedans, c'est tellement drôle, j'ai rigolé. Et encore une fois, je le redis, je ne rigole pas souvent quand je lis, et là j'ai rigolé. C'est génial, ça reprend les tropes typiques de la fantasy, ça les détourne, ça s'en moque, ça les rend absurdes, c'est cynique, c'est ironique, c'est génial, je suis hyper admirative. On aime ou on n'aime pas, ça, je peux comprendre totalement qu'on n'aime pas. Mais ça reste extrêmement bien écrit, ça reste extrêmement intelligent, ça montre une connaissance évidente de la fantaisie, des univers de fantaisie, et quel bonheur, vraiment quel bonheur de lire Terry Pratchett. C'est vraiment une petite pause dans toutes mes autres lectures, c'est un vrai plaisir, et encore une fois, j'aime tellement ces rééditions de chez La Talente, j'aime tellement les mises en page La Talente, enfin, c'est un bonheur à lire. Donc, je ne peux que vous encourager, si vous avez déjà des connaissances en fantasy, à découvrir Les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Sachez que la traduction réalisée par Patrick Couton est de qualité, donc n'hésitez pas à le lire en traduction, vous ne perdrez rien du tout par rapport à la VO, parce que le travail du traducteur est génial, et voilà, et quel... Bon, alors après, il y en a 41, je crois. Donc, autant vous dire qu'il va me falloir une bibliothèque entière pour tous. Mais je suis tellement contente de découvrir ça et de m'y être enfin mise. Donc là, je n'ai qu'une envie, c'est d'acheter le 3e tome. Sauf que j'ai plein d'autres trucs à lire avant. Donc, je vais me retenir de craquer et de le garder encore une fois un mois dans ma bibliothèque de manière totalement inutile et superflue. Mais j'ai très envie de lire la suite. D'autant que la couverture du 3e tome est... très très jolie, je l'aime beaucoup avec cette sorcière là, c'est assez génial. Voilà le chat et l'enfant. Bref, je vais pas plus rentrer dans les détails de Terry Pratchett parce que je vous remettrai plutôt ce que j'avais dit dans le premier, qui est très valable pour le deuxième parce que c'est la suite directe. On en reparlera peut-être plus en profondeur à la lecture, après la lecture du 3e, puisqu'on va changer d'arc narratif, et là je pense que j'aurai des nouvelles choses à vous dire a priori. Mais sachez que j'adore et que j'ai hâte de continuer. Voilà. Donc c'est tout. Je vous avais dit 5 lectures. Au final, la première compte pas vraiment parce que je l'ai un peu... Enfin, il y en avait 2 que j'ai un peu abandonné, donc ça équivaut à une, on va dire. Mais bon, il nous reste quand même quelques bilans à faire. Je vais essayer à partir... Une fois que j'aurai fini ces bilans de... C'est bien mon cœur. Une fois que j'aurai fini les bilans de lecture de mai, je vais vraiment essayer très très fort d'être plus régulière et de vous en faire plus toutes les 5 lectures au fur et à mesure, histoire de ne pas me retrouver submergée à la fin du mois. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres, si certains vous font envie, ce que vous en avez pensé, et puis à comme toujours, me donner des recommandations de lecture. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye.